Bon, j'ai du mal avec les vidéos. Je termine donc sur les questions concernant Antigone, épisode 5 et Exodus. J'en étais à la question numéro 9. Récapituler les actions et les sentiments des démons dans le tombeau d'Antigone. Donc je vous disais que ça se passait dans la grande tirade du messager qui se trouve à la page 76-77 et que vous deviez donc récapituler ce qui arrive ce que fait Aimon, quel sentiment, et à chacune de ces actions vous exprimez sous quel sentiment, sous quel empire, de quel sentiment, quelle passion, qu'est-ce qu'il éprouve comme émotion. Vous expliquez ça à chaque fois pour chacune des actions qu'il accomplit, et puis vous essayez de voir quel est le sentiment dominant de ce garçon, ou les sentiments dominants de ce garçon dans cette scène terrible qui se passe dans la grotte qui sert de tombeau à Antigone. Question numéro 10. En quoi peut-on définir les événements du tombeau d'Antigone comme des noces sanglantes? Alors, vous avez deux mots, noces et sanglantes. Donc, on a dit que la grotte était le tombeau d'Antigone, qu'Antigone se retrouve dans ce tombeau, que manifestement ça lui plaît pas tellement d'être dans ce tombeau et que dans cette grotte et que du coup plutôt que d'y mourir de faim et de soif, elle préfère en finir vite. Et quand elle en finit vite, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en quoi est-ce qu'il y a noces? Ça veut dire en quoi est-ce que finalement Antigone épouse finalement malgré tout son fiancé, ou fait en quelque sorte une forme de mariage avec son fiancé, et en quoi est-ce qu'il y a sanglante, en quoi est-ce que ces noces, ce mariage, cette union est-elle définitivement sanglante. Donc vous allez du coup récupérer dans le récit, toujours le récit du messager 76-77, vous allez, et 78, récupérer toutes les informations, toutes les expressions, et analyser les métaphores qui permettent de penser que d'après le récit du messager, d'après l'opinion de Sophocle, Antigone qui reste vierge et qui ne sera jamais mère et qui ne sera jamais fiancée, est finalement, épouse finalement, malgré tout, le garçon qu'elle aime dans cette histoire. Et il me faudrait la dernière série de questions qui se trouve ici, et que je n'ai pas. C'est très bizarre. Question numéro 11. La question numéro 11, c'est la question qui concerne Tirésias et... pardon, Tirésias et Créon. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est... dès que ça va se mettre voilà, correctement... là, ce qui va nous intéresser, c'est tout le passage entre Tirésias et Créon. C'est-à-dire la première... Non, la deuxième... Non, la première partie de, du 5e épisode. On revient un petit peu en arrière pour voir comment fonctionne le conflit. Donc, question numéro 11. Dans les pages 69-70, vous analysez étape par étape comment fonctionne le dialogue. Vous vous souvenez qu'un dialogue dans une tragédie antique, grecque, classique, c'est d'abord un exposé de la situation où les deux personnages exposent leurs opinions, puis une grande tirade où chacun essaye de convaincre l'autre, et enfin un échange stichomitique avec des répliques très brèves où le conflit s'envenime. Alors ici, nous avons un conflit entre Tirésias et Créon, et je vous demande de m'expliquer comment il évolue. Toujours dans ce 5e épisode, Créon et Tirésias utilisent la même comparaison pour qualifier leurs ennemis. C'est bien pour qualifier leurs ennemis. Et du coup, enfin pour qualifier leurs ennemis ou leur relation à leurs entre guillemets ennemis ou adversaires. Donc comment Créon qualifie-t-il ses ennemis et comment Tirésias qualifie-t-il son action? Ils utilisent la même comparaison et vous allez m'expliquer à chaque fois quelle est la métaphore de chaque, enfin quelle est la signification de cette métaphore. Cette question est une question bonus sur 2 points, même sur 4 points. C'est une question bonus. Puisque l'ensemble sera sur 40, et là, en tout, ça fera 48 points, donc vous aurez 2 questions bonus, dont la question numéro 12. Question numéro 13, première réplique de la dernière partie de la tragédie. Le messager insiste sur un aspect du destin de Créon, et il emploie une métaphore. Donc, il faut que vous retourniez dans le texte
au bon endroit, c'est-à-dire à l'Exodos. Non, c'est pas là, c'est ici. Quand l'homme messager entre en scène, que dit-il? Créon. Pas d'existence humaine qui soit si stable que l'on puisse ou s'en satisfaire ou s'en plaindre. La fortune à chaque instant vient abattre l'homme heureux. Créon pour moi était digne d'envie. Il avait préservé le pays de Cadmos de ses ennemis. Il avait pris le pouvoir absolu. Il gouvernait cette terre au milieu d'une floraison de nobles enfants. Et maintenant, tout lui échappe. Donc, comment est-ce que le messager qualifie la situation de Créon? Et sur quel aspect donc insiste-t-il à propos de l'évolution du destin de Créon, avec la métaphore finale lorsqu'on sait à ce qui faisait sa joie, je tiens qu'il ne vit plus, ce n'est plus à mes yeux qu'un cadavre qui marche, etc., etc. Donc là, quelle est la métaphore qui est utilisée pour désigner Créon? Et vous devez la trouver et l'expliquer. À la fin de l'Exodos, c'est-à-dire à la toute fin de notre pièce, comment se passe la conclusion? Que voit le spectateur? Et là, il se passe des choses terribles. Ici, par exemple, le serviteur dit « Tu peux voir par toi-même, elle n'est plus dans le fond du palais.